Et on peut donc être prêt à répondre à vos questions. Alors, c'est à vous. Donc, s'il n'y a pas de questions, on peut directement passer au Socrative, mais en général, vous avez quand même quelques questions. Donc, le cours était peut-être plus simple par rapport à d'autres, puisqu'il était un peu plus court. Ah, je vois qu'il y a une énorme question. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qu'on va revoir donc en partie sur le Rhin. L'idée, c'est d'avoir une vue un peu générale des régulations. Alors, oui, Prisca, vous avez une question assez longue. D'ailleurs, est-ce que, oui, normalement, vous voyez tous les questions. Par contre, ces questions ne seront pas visibles sur l'enregistrement. Donc, sauf si je fais apparaître le chat ici, ce qui peut être pas mal. Alors, diapo 20. Alors, le seul problème, c'est que souvent, les diapos ne sont pas numérotés pareil. Les points d'agression du graphique. Ah oui, donc ça vous... Est-ce que vous faites allusion, j'imagine, à le cours précédent? Peut-être. Voilà, ici, j'imagine. Donc, votre question, que signifie l'oscillation entre 0 et 120 mm de mercure? Oui, alors cette oscillation, donc, pour rappel, c'est l'oscillation due au cycle de diastole et de systole au niveau du ventricule. Donc, quand on est en pleine diastole, il est complètement détendu, donc la pression va tomber à 0. Quand il est en fin de systole, la pression au maximum, il est à 120. Voilà pour cet élément. Ensuite, pourquoi il y a une chute brutale au niveau des capillaires? Eh bien, cette chute brutale qu'on a ici, elle est due à la dissipation d'énergie, en fait, due à une augmentation des résistances, puisqu'on va avoir énormément de vaisseaux qui vont être de petit diamètre, et donc qui vont augmenter énormément, notamment les chocs entre les hématies et les vaisseaux, qui vont dissiper l'énergie et la pression donc va diminuer. Enfin, pourquoi la vitesse chute brutalement sur le graphique? Bon, tout ça, j'avais expliqué un peu la dernière fois, mais ce n'est pas un souci. Donc, la vitesse chute, c'est une histoire en fait de débit. Le débit étant constant, si on augmente la surface, eh bien, la vitesse diminue, puisque, pour rappel, le débit est proportionnel à la vitesse. Je vais écrire, notez-le. Le débit va être égal en fait à la vitesse fois la surface, la section. Donc si cette surface augmente, puisque le débit est constant, eh bien la vitesse, elle, diminue le long du réseau. Et pourquoi ça remonte ici? Eh bien parce que justement, la surface au niveau des veines elle diminue, mais néanmoins, cette surface reste plus grande que celle au niveau des artères. Donc, la vitesse va augmenter plus qu'au niveau des capillaires, mais moins qu'au niveau des artères. Est-ce que c'est clair pour ce rappel, Prisca? Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Romain. On dit que les artères sont très élastiques, mais peu compliantes. Voilà. Bon, alors on ne va pas trop s'embêter avec les histoires de compliance. En fait, voilà, on parle de... Ça fait référence à, je pense, la diapo. Un petit peu avant. Voilà. En fait, la compliance, c'est la capacité à se déformer. Donc, l'idée, c'est, en fait, prenons quel exemple je peux vous donner qui soit bien clair. Si vous prenez une bouteille en plastique très fine, celle-ci va être très facile à se déformer, mais par contre, elle ne va pas retrouver sa forme initiale. Donc, on va avoir des fortes capacités de déformation, mais une assez faible capacité à revenir spontanément à la forme initiale. Donc ça, c'est ce qu'on a en fait pour au niveau des veines.
il y a assez peu de partie élastique. Donc, finalement, les veines fonctionnent de manière un peu passive par rapport aux artères qui vont être beaucoup plus difficiles à déformer. Par contre, quand elles sont déformées, elles vont retrouver rapidement leur forme initiale si on ne maintient plus en fait les forces de pression. Donc ça, c'est très important au niveau des propriétés de ces deux vaisseaux. Ça va faire que les artères vont permettre de tamponner en fait les variations de pression artérielle. C'est ce que je vous ai expliqué ici. Si on n'avait pas cette capacité en fait de déformation assez faible de l'aorte et de forte élasticité, eh bien, si par exemple on avait des veines à ce niveau-là, eh bien les veines seraient complètement déformées à la sortie du cœur de manière passive et on aurait en fait un réseau veineux déjà qui serait très abîmé et la pression ne pourrait pas être aussi maintenue, tamponnée en sortie de cœur que grâce aux artères. Et les veines, le fait qu'elles soient capables de se déformer, ça va permettre, ça c'est la deuxième partie sur cet élément-là. Alors je ne sais pas si je l'ai remis. Non, on l'a vu sur le prochain cours, vous le verrez, on en reparlera. Mais en gros, au repos, comme il est indiqué ici, on a 60% du sang qui va se retrouver dans le système veineux. Mais par contre, en grosse activité, eh bien, ce sang va passer des veines vers des organes qui ne sont pas irrigués normalement, comme notamment les muscles. Et donc, ça va permettre de redistribuer le sang et de faire donc une zone de stockage. Romain, ça répond à votre question? Très bien. Ensuite, Lina. Alors là, on passe aux aspects rénine-angiotensine. Donc là, c'est probablement la partie la plus compliquée, ces éléments de résine-angiotensine. On va beaucoup le revoir en moment du cours sur le rein, puisqu'on va voir en détail comment ça fonctionne. Donc ce système rénine-angiotensine. Alors Lina, vous avez une question un peu générale. Je suis normalement fan de ces questions un peu générales, mais on va essayer de la réexpliquer. Voilà. Vous avez l'ensemble en fait. Alors vous l'avez, oui, à moyen terme, donc on a tout ici. Donc je ne sais pas quelle partie vous pose plus de problèmes, Lina. Est-ce que vous pouvez m'aider un peu? Je n'ai pas forcément réexpliqué toute la diapo. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. En fait, je trouvais que le schéma, il était, enfin, il y a beaucoup de choses écrites dessus. Du coup, je voulais que vous le réexpliquiez. D'accord, moi je vais réexpliquer complètement le schéma, c'est pas un souci. En fait, j'ai essayé de le faire sur le cours, justement, comme il y a beaucoup de choses, en le faisant séparer. Donc cette partie-là est juste la partie qui montre comment est produite l'angiotensine 2. Donc, vous voyez déjà, c'est beaucoup plus compliqué par rapport au relargage d'une hormone, par exemple comme l'ADH ou l'ANP, qui sont produites directement par un organe. Ici, ce n'est pas produit directement, puisque la régulation se fait au niveau des cellules granulaires, qui va capter en fait une baisse de pression artérielle pour produire une enzyme. C'est très étrange. Et cette enzyme va transformer un précurseur qu'on appelle l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et cette angiotensine 1 est transformée directement en angiotensine de type 2, directement, parce qu'on a toujours ces enzymes qui sont présentes au niveau de l'endothélium des vaisseaux. Donc la phase de régulation, elle se fait ici, au niveau de, en fait, de la détection par les cellules granulaires de cette baisse de pression artérielle. Ensuite, deuxième partie du schéma, c'est l'action de l'angiotensine 2. J'ai mis ici l'action principale qu'on va trouver au niveau systémique. C'est une action, pour l'aspect moyen terme, une action sur les artères qui est une action de vasoconstriction qui va prendre le relais en fait du système nerveux qui, au moment du baroréflexe, va se faire sur une période assez courte. Mais si on a besoin de maintenir une vasoconstriction importante sur un moyen terme, c'est l'angiotensine 2 qui va prendre le relais et elle va tout simplement provoquer de la vasoconstriction. Donc, augmentation des résistances périphériques totales, on augmente la pression sanguine. Au-delà de cet aspect-là, il y a une deuxième partie d'angiotensine 2, qu'on va revoir essentiellement en TD, et qui est important pour comprendre aussi une action à plus long terme, parce qu'elle va agir sur le comportement, c'est la présence d'angiotensine 2, cette fois cérébrale. Elle va se faire aussi
par une détection de la baisse de la pression sanguine, qui va activer des barorécepteurs, ceux qu'on a au niveau des sinus carotidiens et de la crosse aortique. Ça va envoyer une information au niveau du système nerveux central. Donc, j'imagine que maintenant, les cellules qui sécrètent l'angiotensine 2 sont un peu mieux décrites. En fait, c'est des régions proches de l'hypothalamus, donc les choses ne sont pas complètement comprises. Et on va avoir cette angiotensine 2 qui va agir sur plusieurs zones du système nerveux, notamment au niveau du comportement alimentaire, ça c'est à long terme, et à moyen terme sur le tronc cérébral, au niveau des centres de contrôle cardiovasculaire, pour activer en fait le système nerveux sympathique. En activant le système nerveux sympathique, on va prendre le relais, encore une fois, du baroréflexe, en agissant sur les choses qu'on a vues dans le cadre du baroréflexe. Voilà pour cette partie-là. Il y a en plus une action éventuelle sur le débit d'ultrafiltration glomérulaire que je n'ai pas réindiqué ici, mais en toute logique, on a aussi, puisqu'on active en fait le système nerveux sympathique, une action sur le débit d'ultrafiltration glomérulaire en le faisant baisser exactement comme ce qu'on a vu à ce niveau-là. Peut-être la diapo aller un peu vite. Oui, sur cette partie-là, en fait, on reverra ça, mais en fait, le système nerveux sympathique, en innervant l'artériole afférente au niveau des glomérules, va provoquer une vasoconstriction ici, qui va baisser le débit sanguin en aval au niveau des glomérules, donc faire qu'il y a moins de sang qui va être filtré au niveau des reins. Est-ce que Lina, c'est plus clair? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe aux socratives? Visiblement, non. Donc, une partie vraiment très importante, c'est la partie à long terme. Donc, ces parties-là, visiblement, ont été comprises. Donc, ces parties à long terme, il y a l'aldostérone, on va en reparler beaucoup. Et il y a le comportement. Je ne sais pas si j'ai beaucoup insisté pendant le cours. Je vois que c'est quand même un petit peu. On va en reparler beaucoup, le comportement, et notamment lié à la présence de cette angiotensine 2 au niveau cérébral, qui est ici. Je n'ai pas dû en parler beaucoup. Et on le met plutôt à long terme parce qu'évidemment, on n'a pas forcément du sel ou de l'eau à proximité en permanence, même si c'est un peu moins vrai dans nos sociétés, forcément, tout est accessible. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on passe à la partie socrative. Une fois, n'hésitez pas à converser par le chat ou à l'oral. L'idée, c'est vraiment de vous aider à répondre à toutes vos questions. Alors, si on regarde sur le schéma, je vois qu'il y a quelques erreurs qui ont été faites. Alors, on nous dit que seuls les A et B représentent respectivement le système nerveux parasympathique et le système nerveux sympathique, et en C, seule l'arrivée est bien placée. Voilà. Alors, les A et B, déjà, comment on peut savoir que A et B représentent quoi? Alors, il faut se rappeler que si on regarde le A et le B, on peut voir que les différences qu'on a essentiellement ici, c'est qu'on a ici un relais qui semble se faire au niveau de la moelle épinière, ça c'est normal. Puis après, on a des organes, enfin, des ganglions. Ça, on ne peut pas forcément définir. Par contre, on voit qu'on a un système qui va innerver à la fois les ventricules et ici les oreillettes. Et en plus, les vaisseaux sanguins. Et en plus, les médullosurrénales. Donc ça, forcément, ça vous laisse penser que le B, c'est le système nerveux sympathique, parce que c'est lui qui contrôle notamment les médullosurrénales, et c'est aussi le seul qui innerve les vaisseaux sanguins pour moduler les résistances périphériques totales. Donc, logiquement, le A doit être le système nerveux parasympathique. Donc, le schéma n'est pas tout à fait bien fait parce qu'il nous manque un relais ganglionnaire, encore une fois, mais on voit que déjà, ce système nerveux semble innerver l'intestin. C'est quelque chose de classique qu'on va trouver aussi bien pour le système nerveux parasympathique que sympathique, ça va pas nous aider. Par contre, il n'innerve ici que le nœud sinusal au niveau du cœur, et donc ça c'est typique du système nerveux parasympathique qui agit que sur la fréquence cardiaque. Ensuite, au niveau du C, on vous dit seule l'arrivée est bien placée. Pourquoi? Eh bien parce que ici, il semblerait qu'on fait partir une information du cœur pour aller vers le tronc cérébral. Eh bien ça c'est faux.
parce que les informations qui proviennent en fait des cellules sensibles à la pression artérielle et aux différents composés chimiques du sang, c'est-à-dire la pression partielle en oxygène, la pression partielle en CO2 et le pH, sont situés dans les sinus carotidiens et dans la crosse aortique. Il n'y a pas de détecteur au niveau du cœur. Donc, ce départ ici est faux. En fait, c'est pour vous montrer que très souvent, les schémas sont faux. Un schéma, l'idée, c'est de simplifier les choses pour expliquer des éléments. Et ici, il y a plusieurs erreurs qu'on peut retrouver. Voilà, donc vous n'êtes pas forcé de toutes les voir du premier coup, mais en réfléchissant, vous deviez retrouver ces éléments. Donc le C, hein, évidemment, ici, pour l'arrivée, c'est l'arrivée du système nerveux sympathique qui va innerver en fait les ventricules pour augmenter la capacité de contraction, donc le volume d'éjection systolique. Ça, on retrouve ça au niveau du cours, hein, on l'a vu plusieurs fois. Notamment, c'est le cas du baroréflexe, hein, on le retrouve ici par exemple, typiquement. Vous voyez les départs qui sont situés au niveau de la crosse aortique, hein, pas en plein milieu du cœur, au niveau des corps carotidiens, du sinus carotidien, et puis à l'innervation où on voit que eh bien, le nerf vague n'innerve que le nœud sinusal, alors que le système nerveux sympathique va innerver à la fois le nœud sinusal et aussi les ventricules pour provoquer l'augmentation de ce volume d'éjection systolique. Avec en plus l'ajout, donc, on a vu, eh bien, d'innervation des vaisseaux pour augmenter les RPT. Est-ce que ça va pour cette première question? Très bien. Deuxième question. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très important qu'on va voir beaucoup, que vous avez sûrement dû voir un petit peu en TD, et je vois ici qu'il y a des erreurs. Notamment, vous pensez que le premier paramètre qui change est la pression artérielle. Alors, c'est pas logique qu'une grande partie d'entre vous, visiblement, ont répondu A et C. Il ne peut pas y avoir à la fois les deux paramètres qui changent. J'espère qu'il n'y en a pas qui ont répondu aux deux, puisqu'évidemment, il y a bien un paramètre qui va changer avant l'autre. L'idée, c'est ici de revenir aux fondamentaux, qui est que quand on se met debout, on va le voir ici, on ne peut pas voir ici, puisque tout semble instantané. On semble instantanément, quand on regarde ici, on voit quand on se met debout, on a une baisse visiblement de la pression artérielle au moment de la systole, une augmentation légère au moment de la diastole. Bon, la pression artérielle a l'air stable, la pression artérielle moyenne, ça a l'air très bien. On voit que le débit cardiaque diminue. OK. On voit que le volume d'éjection systolique diminue. OK. On voit que la pression veineuse centrale diminue. Et on voit que la pression cardiaque augmente. Donc, si on regarde juste comme ça et qu'on ne connaît pas les régulations, on ne peut pas savoir. Mais vous avez dû voir, et c'est ce qui est représenté ici, que eh bien, quand on se met debout, on va avoir du sang qui va avoir du mal à revenir au cœur. Donc, le retour veineux va se faire moins bien. Comme ce retour veineux se fait moins bien, on va avoir une baisse de la pression veineuse centrale. Donc ça, c'est le premier paramètre qui va changer. Cette baisse de pression de la veineuse centrale va entraîner à son tour une baisse en fait du volume d'éjection systolique. C'est Starling qui nous dit ça. Le cœur se remplit moins bien. Si le cœur se remplit moins bien, eh bien, il pourra moins bien se contracter et donc il éjectera moins de sang. Donc, le deuxième paramètre qui va changer, c'est la baisse du volume d'éjection systolique. Le paramètre ensuite qui va baisser, c'est le débit cardiaque, puisque forcément le débit cardiaque est dépendant du volume d'éjection systolique et de la fréquence. Celui-là, il baisse. Comme ce débit cardiaque baisse, eh bien, la pression artérielle va diminuer. Donc la pression artérielle diminue et on va avoir à ce moment-là eh bien, mise en place du baroréflexe qui nous dit si la pression artérielle diminue, très rapidement, on a activation du système nerveux sympathique, sécrétion de noradrénaline et d'adrénaline, augmentation de la fréquence cardiaque, c'est ce qu'on observe ici. La pression cardiaque augmente. Comme on augmente la fréquence cardiaque, eh bien, on va pallier à la baisse du débit cardiaque pour un petit peu limiter
la baisse de la pression artérielle. Mais vous voyez qu'on ne revient pas à un débit cardiaque qui est identique à ce qu'on avait avant. Et en fait, on va avoir ce débit cardiaque qui va pouvoir ne se mettre en place que quand on va se mettre à marcher. Pourquoi? Parce que quand on va se mettre à marcher, à ce moment-là, on va remobiliser le sang qui est au niveau des jambes essentiellement, grâce aux pompes musculaires. Et à ce moment-là, on pourra facilement retrouver une pression artérielle standard avec une fréquence cardiaque qui va revenir à celle similaire au repos. Si ça ne se fait pas bien, vous avez une baisse de la pression artérielle qui est trop importante et vous avez un signal de détresse qui fait que vous avez un voile noir et que vous tombez dans les pommes. Vous vous retrouvez couché et à ce moment-là, vous ne subissez plus la gravité et vous pouvez retrouver votre pression artérielle permettant à votre cerveau notamment d'être irrigué. Un des aspects qui n'est pas présenté ici, ce sont les résistances périphériques totales qui vont être en jeu pour maintenir la pression artérielle alors que le débit cardiaque, lui, n'est pas identique à ce qui était quand vous étiez en position couchée. Comme on va augmenter les résistances périphériques totales, et là on revient sur les bases de ce qu'on avait vu précédemment, qui sont les bases de la régulation de la pression artérielle, qui nous disent la pression artérielle est proportionnelle au débit cardiaque et des résistances périphériques totales. Si le débit cardiaque a trop diminué et qu'on n'arrive pas à le maintenir, la seule solution pour l'organisme, c'est d'augmenter les résistances périphériques totales pour maintenir cette pression artérielle. Donc sur le schéma, ce qui n'est pas représenté ici, c'est donc une augmentation des résistances périphériques totales. Et ça, vous avez plutôt bien répondu, puisque vous avez quasiment tous noté que les résistances périphériques totales sont modifiées et que cette assertion, qu'elle ne soit pas modifiée, est fausse. Ça va pour cette partie? Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. OK. Alors, on peut passer à la question suivante. On vous demandait quand est-ce que les RPT augmentaient. Alors, en partie, via un contrôle rénal, ça c'est juste. Alors, pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut dire pourquoi il y a un contrôle rénal à travers les RPT? Je vais mettre le chat si... Vous avez raison, pour une partie d'entre vous. En même temps, j'ai l'impression que vous avez presque tous produit presque toutes les assertions. Alors, une partie d'entre vous ont répondu que c'était en partie bien un contrôle rénal. Très bien, Malo, vous avez raison. Tout à fait, le rein va contrôler via la rénine l'angiotensine 2 qui agit sur les artérioles et donc qui augmente les résistances périphériques totales. Tout à fait. La deuxième assertion est fausse. Pourquoi? Alors ça, c'est très important. Et visiblement, il y a beaucoup d'erreurs. Le débit local, alors en même temps, c'est normal que vous ayez faux, puisque c'est le prochain cours qui est destiné à avoir cet aspect-là de régulation du débit local. Vous verrez que le débit local n'est régulé, comme son nom l'indique, que localement, alors que les résistances périphériques totales vont agir globalement sur les artérioles pour régler la pression artérielle. Le débit local vise à viser le débit au sein d'un organe. Donc les résistances périphériques totales ne sont jamais impliquées pour réguler le débit local. Les résistances périphériques totales sont impliquées pour augmenter, pour moduler la pression artérielle. En fait. Troisième question, en réponse à une baisse du pH sanguin, il suffisait de regarder en fait le schéma des régulations et on voit que quand on a une augmentation de la pression, c'est vrai que je ne l'ai pas renoté, je le remarque sur mon schéma, mais ici, en fait, en toute logique, il aurait fallu que je mette aussi, puisqu'on a une augmentation de la pression partielle en CO2, ça implique une baisse du pH sanguin. C'est vrai que je ne l'avais pas remis, mais qu'on le retrouve sur l'ancien schéma, je pense. Donc, si on a une baisse de la pression du pH sanguin, on va avoir à ce moment-là une augmentation des RPT. Donc ça, c'était juste. En réponse à une chute du débit cardiaque, ça, voilà, typiquement, c'est une erreur. Bon, la majorité n'a pas fait cette erreur-là, mais c'est une erreur très classique
qui est un peu centré sur la difficulté et qui provient d'une incompréhension en fait de la relation qui est ici, qui vous dit la pression artérielle est proportionnelle au débit cardiaque et des résistances périphériques totales. Et donc, si vous vous dites, eh bien, si, je reprends l'assertion pour ne pas me tromper dans le sens, si on a une chute du débit cardiaque, eh bien, on doit logiquement augmenter les résistances périphériques totales pour maintenir la pression artérielle. Oui, c'est vrai, par exemple, quand on se met debout. Mais si vous avez une chute du débit cardiaque, parce que, typiquement, vous êtes en hypertension. Donc, si on reprend l'autre schéma, ici, on revient toujours à ce schéma central. Admettons, on est dans cet élément-là. On a une augmentation rapide de la pression artérielle, due par exemple à un débit cardiaque qui est trop important. Tout simplement parce que, par exemple, on vient de se mettre en position couchée ou parce qu'on vient d'arrêter une activité sportive, par exemple. À ce moment-là, eh bien, il faut faire baisser ce débit cardiaque pour revenir à une pression artérielle normale. Dans ce cas-là, le débit cardiaque va diminuer, c'est la régulation. En aucun cas, ne vont se mettre une régulation en place pour augmenter les RPT pour contrer cette baisse du débit cardiaque. Sinon, ça serait contre-productif pour tout cet aspect de régulation. Il faut comprendre ici, en fait, que là, le paramètre réglé, c'est la pression artérielle. Et donc, s'il y a une baisse du débit cardiaque, il faut se demander pourquoi on a une baisse du débit cardiaque. Est-ce que c'est fait pour maintenir la pression artérielle? Dans ce cas, il n'y a aucune raison que les RPT soient augmentés pour compenser cette baisse du débit cardiaque. Par contre, si on a une hémorragie qui provoque une baisse du débit cardiaque, dans ce cas, on va bien avoir une augmentation des résistances périphériques totales parce que cette baisse du débit cardiaque va faire baisser la pression artérielle. C'est un des points peut-être le plus important du cours, enfin sur la partie, on va dire, cardiovasculaire, peut-être le plus compliqué. Si vous avez bien compris ça, normalement, vous aurez bien compris l'ensemble des régulations qui vont derrière. Est-ce que vous avez des questions sur cet aspect-là? Ok. Question 4. Alors là, on va dire, oula, je vois qu'il y a beaucoup d'erreurs. Bon, en même temps, on va revoir l'aldostérone sur le niveau du rein, donc ce n'est pas un problème. Donc, vous avez presque tout faux. Donc, elle est sécrétée en présence de rénine. Et oui. Alors, pourquoi ça, c'est vrai? Eh bien, il faut revenir au diaporama. Hop. Alors, sauf si ça veut peut-être dire que je voulais très mal expliquer pendant le cours. L'aldostérone, peut-être que j'en ai, oui, en fait, je vous ai dit très peu de choses, je pense, c'est pour ça que c'est évident, je ne l'ai peut-être même pas dit à l'oral. Je ne me rappelle plus ce que j'ai précisé dans le cours, mais en tout cas, l'aldostérone, elle est sécrétée, en fait, si, c'est bien écrit, quand on a une angiotensine 2 qui est élevée. Quand est-ce qu'on a une angiotensine 2 élevée? Eh bien, quand on a sécrétion de rénine. Alors, ce n'est pas le paramètre le plus important. Le paramètre le plus important, c'est la baisse de l'osmolarité. Mais il se trouve que les cellules des corticosurrénales qui sécrètent cette aldostérone sont aussi sensibles à la présence d'angiotensine 2. L'angiotensine 2, elle agit sur beaucoup de choses. Elle agit donc sur le cardiovasculaire, sur le rein, via l'aldostérone aussi, et via l'action sur le système nerveux sympathique aussi par l'aspect cérébral. Il y a vraiment beaucoup d'éléments, on va beaucoup parler de cette hormone. Donc voilà pour la première question qui était pas évidente. Permet sans apport de sel exogène d'augmenter l'osmolarité plasmatique. Donc ça, c'est une erreur. J'ai insisté pas mal, mais vous n'êtes pas trop trompé visiblement. Attention, toutes ces régulations, et j'insiste beaucoup là-dessus, ne peuvent jamais réaugmenter un paramètre. Notamment, je pense à l'ADH qui va permettre de récupérer l'eau filtrée au niveau des reins et l'aldostérone qui permet de récupérer les sels filtrés au niveau des reins, eh bien, vont permettre juste de limiter les pertes d'eau et de sel. Mais en aucun cas ne pourront augmenter ce paramètre. C'est juste qu'on va récupérer le maximum possible, ce qui a un coût énergétique, bien sûr, pour notre organisme, mais qui va permettre de pallier une pénurie d'eau et de sel dans l'environnement. Si on veut réaugmenter une osmolarité plasmatique, on verra qu'il y a deux solutions. Soit on élimine plus d'eau, ce qui n'est pas terrible parce que ça veut dire qu'on se déshydrate. Mais à ce moment-là, si on a moins d'eau dans le corps, proportionnellement, on a plus de sel. Puis la solution la plus simple, évidemment, c'est de consommer des sels
si cela est possible. De la même façon, pour l'ADH, on ne peut pas récupérer de l'eau pour faire augmenter la volémie. C'est ce que je vous ai indiqué à chaque fois. On va retrouver, ça fait appel à ces deux aspects-là, en fait. Pour l'ADH, eh bien, elle va permettre, quand elle est sécrétée, de récupérer le maximum d'eau au niveau des reins, mais ça va juste limiter l'élimination de l'eau. Donc, ça va permettre, en fait, juste d'éviter d'aggraver une baisse potentielle de la volémie, et ce qui est très différent d'une augmentation de la volémie. C'est la même idée dans les deux cas. Il faut le comportement pour permettre d'augmenter l'osmolarité. C'est ce qu'on appelle l'apport de sel exogène, c'est tout simplement la consommation de sel. Donc l'aldostérone n'est pas sécrété par les médules surrénales. Beaucoup d'ailleurs, c'est les corticosurrénales. Les médules surrénales sécrètent l'adrénaline et la noradrénaline. L'aldostérone n'agit pas au niveau de la récupération d'eau par les reins et ne permet pas de récupérer tout le sel filtré par les reins. En fait, on perd toujours une petite partie de sel, comme on perd toujours une petite partie d'eau qui va être emmenée dans les urines. Et ce qui explique que, eh bien, sans apport de sel exogène, on finit par se déminéraliser, et ce qui a des conséquences terribles pour l'organisme. On verra ça dans les derniers cours. Pas de questions non plus sur cette partie-là? Moi, monsieur, j'ai une question, mais pas par rapport à cette partie-là. Oui, En très fait, bien. je voulais juste savoir si c'était possible que sur Socrative, on ait accès à tous les QCM pour les refaire, même si on a la correction sur du coup les enregistrements, mais juste pour les refaire avant le contrôle, par exemple. Oui, alors Socrative, malheureusement, il ne me permet que de lancer à la fois un seul. Mais ce que je peux faire, c'est. Ça va me prendre un peu de temps, mais je peux vous mettre les éléments. Alors, vous les voulez avec correction ou sans correction? Si vous les mettez sur Moodle, par exemple, oui, avec, enfin, comme vous voulez. Si vous, J'aimerais juste avoir accès à tous les QCM, quoi, c'est tout. Pouvoir les faire, et oui, à la correction, ce serait bien, mais sinon, c'est rien. Comme on les a mais sur si vous avez la les... correction, ça veut dire que directement, vous verrez. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème. Bah, je vous les mettrai avec correction, alors. Pas de souci. Je m'occuperai de ça. Sur Moodle, du coup? Ouais, je mettrai ça sur modèle. Bah, D'accord. rappelez-moi si j'oublie, parce que je n'aurai pas le temps de faire ça tout de suite, mais je le note dans un coin pour essayer de le faire. Pas de souci. Ok, donc on peut passer au suivant. Donc, si on parle de l'ANP cette fois, là, visiblement, c'est plutôt mieux répondu. Donc, la seule hormone hypotensive dans l'organisme, c'est vrai, elle agit en quelques secondes. Ça, c'est faux, puisqu'on a vu que c'était une peptide en quelques minutes. Et elle agit en augmentant la récupération des sels par le rein. Non, au contraire. Et là, je vous invite à bien vous rappeler de ce que veut dire en fait ces acronymes. Donc ça, c'est le peptide natriurétique auriculaire. Alors, mon natriurétique, vous allez me dire que ça ne veut pas dire grand-chose, mais natri, ça fait appel au sodium, et urétique, ça fait partie de ce qu'il y a dans les urines. Donc c'est un peptide qui va augmenter le sodium dans les urines. Si on augmente le sodium dans les urines, eh bien c'est que, au contraire, il augmente l'élimination de sel au niveau des urines. Peptide natriurétique. Augmentation de l'élimination de l'eau par les selles, par les reins. Attendez, pourquoi il n'y a que de l'eau? Oui, je me rends compte que à ce niveau-là, il n'y a pas que l'augmentation de l'élimination de l'eau, c'est surtout l'élimination des sels. Et je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être une petite erreur sur cet aspect-là, parce que en fait, la baisse de volémie ne va pas se faire directement, c'est les sels plus l'eau. Bon, c'est un détail, les deux vont être augmentés. En fait, vous verrez que quand on augmente l'élimination des sels, eh bien, on va retrouver plus de sels dans l'urine, et ça va entraîner avec le passage d'eau. C'est des questions d'osmolarité, en fait. L'idée étant qu'à chaque fois, l'eau va suivre eh bien, les molécules qui sont éliminées. Et donc, dès qu'on rajoute des molécules dans l'urine, eh bien, ça va entraîner de l'eau. Augmentation, oui, vous avez dit que ces facteurs n'augmentent pas l'osmolarité. Alors, il y a une question de Dana. On me dit que ces facteurs n'augmentent pas l'osmolarité. Je ne comprends pas trop votre question.
Ici, on n'augmente pas l'osmolarité. Si on augmente l'élimination des sels et de l'eau, on va diminuer en fait l'osmolarité. N'hésitez pas à poser votre question plus directement ou à expliquer. Monsieur, Oui, en fait, vous avez dit que l'ANP augmente les smolarités, non? Je j'ai pensais que c'était ce que vous j'ai avez. dit Et la que concentration l'ANP de augmentait sodium. l'osmolarité. Ah oui, mais alors Non, la attendez. concentration de sodium plutôt. Oui, j'ai pas dit ça. Oui, donc attention, j'ai dit augmente la concentration de sodium dans les urines. Du coup, elle diminue l'osmolarité. Elle diminue l'osmolarité dans le corps en augmentant la quantité de sel qui est présente dans les urines. D'accord. Voilà, désolé pour la confusion si ce n'était pas clair. Ah, c'est bon, merci. Voilà, il faut s'intéresser. Ici, on regarde l'impact au niveau de l'urine. Le terme natriurétique, ça veut dire augmentation du sodium dans les urines, pas dans l'organisme. Ça, c'est pas possible. Sans amener à nouveau des sels. C'est logique, hein, vous pouvez enlever des choses de quelque chose qui est présent, mais vous ne pouvez pas ramener quelque chose qui n'existe pas. Ok, alors ensuite, si on regarde la suite, sauf s'il y a d'autres questions sur ces éléments-là, oui, non. Donc on finit sur le comportement dipsique. Alors là, vous avez plutôt bien répondu. Alors il y a une petite erreur ici. En fait, le comportement dipsique, c'est la soif, donc c'est régulé au niveau du comportement alimentaire, et ce comportement de consommation de liquide ou de nourriture, il est réglé au niveau du système nerveux central, et il va se faire en fait via des peptides qui sont sécrétés au niveau du système nerveux central, parce qu'il y a ce qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique qui empêche la majorité en fait des peptides de passer dans le cerveau. Donc, les peptides qui sont sécrétés dans le sang ne vont pas communiquer avec les cellules de notre système nerveux central, bloquées par cette barrière hémato-encéphalique, qui fait que l'angiotensine 2, sécrétée par le rein, ne peut pas agir sur le cerveau. Et donc l'angiotensine 2 sécrétée au niveau du cerveau va pouvoir, elle, agir sur ce comportement de soif. Ça va pour tout le monde? Les deux derniers éléments étaient relativement logiques. Évidemment, on peut modifier de manière consciente. Et vous avez le droit, et d'ailleurs on le fait. Et c'est un trait de société où on a des consommations de liquide qui ont plus un aspect social qu'un aspect forcément de régulation de l'équilibre hydrominéral. Par exemple, de prendre un thé à un moment, un café, ou pas forcément parce qu'on a soif, mais parce qu'on nous propose, etc. Et la dernière question, évidemment, il faut, pour hydrater l'organisme, eh bien, il faut qu'on boive et qu'on ait une hormone qui dise attention, il ne faut pas éliminer l'eau au niveau des reins. Sinon, on ne pourrait pas réhydrater l'organisme, puisque toute l'eau que vous consommerez sera potentiellement éliminée au niveau des reins. Est-ce qu'il reste des questions qui ne sont pas claires? On close cette session. Comment augmenter la volémie si on ne boit pas? Eh bien, Romain, on ne peut pas. On ne peut pas. Alors, on n'est pas forcément, oui, CFLA, justement, c'est faux. Le comportement dipsique est nécessaire pour retrouver la volémie après une hémorragie. Si on ne boit pas, on ne peut jamais. Si la seule solution, c'est de faire une perfusion. Bon, c'est une façon un peu qu'on utilise couramment en médecine, évidemment. Pour réhydrater quelqu'un, on lui fait une perfusion pour lui injecter directement des liquides dans l'organisme. Alors, j'ai eu la question de Aude. En fait, je pense que... Non, c'est Léa. Je pense que vous avez... c'est peut-être un problème du français où quand ici, c'est rouge,
et c'est peut-être les problèmes des négations. Quand on dit le comportement dipsique ne peut être modifié de manière consciente, on dit que c'est faux. Donc ça veut dire que ce comportement dipsique peut être modifié de manière consciente. Donc là, je pense que vous avez compris, bien sûr, on peut modifier de manière consciente le comportement dipsique. Alors, Aude, dans le cours, vous avez posé la question s'il y avait toujours des baroréflexes si on mettait des pacemakers dans le cœur. Oui. Et Aude, si vous posez la question, c'est probablement que vous n'avez pas la réponse, mais peut-être que quelqu'un a la réponse. C'est bien. En effet. Est-ce qu'il reste le baroréflexe si on a un pacemaker? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, Philippine, vous avez raison, mais est-ce qu'on va retrouver un baroréflexe complet? Ça, il suffit de regarder la diapositive juste avant. Qu'est-ce qui ne pourra pas être réglé par un baroréflexe quand on a un pacemaker? Eh bien, c'est évidemment la gestion de la fréquence cardiaque. Cette fréquence cardiaque, elle va être désormais régulée par le pacemaker. Donc, le baroréflexe va continuer à exister et va se faire seulement en agissant sur les forces de contraction, donc sur le volume d'éjection systolique, et sur les résistances périphériques totales, mais ne pourra plus se faire sur les fréquences cardiaques. Ça va pour tout le monde pour cette partie-là? Et puisqu'on peut répondre à la deuxième question, est-ce que quand on greffe un cœur, on garde une partie du baroréflexe? Vous devez être capable directement de répondre à cette question. Qu'est-ce qu'on va garder ici lors de la greffe du cœur? Alors évidemment, il faut savoir que quand on greffe le cœur, peut-être les choses ont évolué, mais en tout cas, il est difficile de réinnerver les organes greffés. Donc, je ne sais pas si c'est le cas, mais en toute logique, eh bien, si on ne réinnerve pas la partie du cœur, on va perdre non seulement la régulation de la fréquence cardiaque, mais aussi la régulation du volume d'éjection systolique. Donc, ne va rester dans le baroréflexe que les résistances périphériques totales en agissant donc sur l'état de vasoconstriction, dans le cas d'une greffe de cœur. Ça répond à votre question, Aude? Plutôt à la question que j'ai posée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Nana, ça n'a pas de conséquence. Si, bien sûr, quand on a un cœur greffé ou un pacemaker, ça veut dire que le baroréflexe sera beaucoup moins efficace. Et donc, on a des régulations qui seront moins permissives pour, par exemple, là, je parle sans forcément avoir des supports scientifiques sur ces éléments, mais en toute logique, quelqu'un qui a une greffe de cœur, il faudrait plutôt les déconseiller de se lever très rapidement de sa chaise, par exemple, donc de passer d'une position couchée à debout très rapidement, mais plutôt de le faire assez lentement pour laisser le temps à son organisme de compenser la baisse de la pression veineuse centrale suivant ces changements de position. Et votre question, Romain, les greffés n'ont pas le cœur qui bat plus vite. Eh bien, logiquement, une partie va se faire quand même, parce qu'il y a l'adrénaline qui est sécrétée, donc l'hormone de l'adrénaline, qui va agir via les médules surrénales pour moduler en partie le rythme cardiaque. Mais pour ceux qui ont un pacemaker, eh bien, ce rythme, il ne pourra pas changer. Donc les greffes vont continuer quand même à recevoir l'adrénaline au niveau de la circulation sanguine. C'est vrai que ça module un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau du volume d'éjection systolique, qui va pouvoir être un peu modulé quand même, mais pas nerveusement, via l'hormone adrénaline. Et quelle est la durée de vie alors Nana, votre question, c'est quelle est la durée de vie d'un greffé du cœur? Alors, je vous entendais très mal, là. Comment ça se fait? Moi, je vais essayer de parler plus près du micro. Donc, premier aspect, pour la durée de vie que pose Nana, la durée de vie, je pense, n'est pas liée au problème de régulation de baroréflexe, mais essentiellement à l'acceptation du greffon.
un des gros problèmes, évidemment, pour les greffes du cœur, c'est que c'est un tissu qui est considéré comme un tissu étranger par notre organisme. Et donc, même si on a une certaine degré de compatibilité qu'on essaie de donner, il y a un risque de rejet du greffon à terme. Et ça, c'est la cause la plus importante, en fait, de mortalité suite à ces greffes. Vous m'entendez mieux, là? Pour Audrey, au moins? On va dire que oui. Et donc, la deuxième question pour la greffe. Donc, en fait, ce qui se passe dans la greffe, c'est qu'on va perdre toutes les parties d'innervation. Donc, toute l'action, d'accord. Donc, toute l'action au niveau de la noradrénaline, notamment qui est sécrétée au niveau des neurones, elle va être perdue. Par contre, on va garder une action de l'adrénaline sécrétée par les médulosurrénales qui vont pouvoir agir sur moins de mesures pour moduler la fréquence cardiaque, le volume d'éjection systolique et puis bien sûr les résistances périphériques totales. Alors que, évidemment, pour la côté greffe, les résistances périphériques totales ne seront pas du tout affectées puisque les nerfs qui sont sur les vaisseaux sanguins ne seront pas modifiés par ces greffes. Bon, alors pour vous rassurer, Audrey, normalement, j'espère que ça ne va pas bugger à l'enregistrement, donc vous pourrez sans problème réécouter s'il y a une partie que vous avez ratée. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, vous verrez que le prochain cours est un peu plus long, hein, puisqu'on fait l'ensemble des régulations du débit local, plus les aspects d'effort physique. Donc, il y a un peu plus de travail peut-être que sur celui-là. Donc, je vous invite à regarder ça assez rapidement et à répondre aux socratives. Et puis, on peut s'arrêter là donc, pour aujourd'hui, sauf si vous vous réveillez maintenant pour poser une dernière question. Ah, oui, j'ai une question. Est-ce qu'au niveau de la cuisse, il y a des valvules? Oui, tout à fait. En fait, il y a des valvules de toutes les veines qui sont situées en dessous du cœur. Je ne sais pas pourquoi vous posez des questions spécifiquement pour la cuisse par rapport à d'autres parties. Alors, Romain, c'est étonnant. Ça veut dire peut-être que vous n'êtes pas connecté sur vous avez bien rentré UVSQ physio dans la salle. Vous pouvez réessayer là. Hein. Normalement, elle est disponible. Si vous vous connectez comme Socrative étudiant, ça doit marcher. Et sinon, il faut peut-être essayer de changer de navigateur si vous avez un navigateur peut-être qui est un peu différent. Visiblement, vous êtes une bonne partie à avoir réussi. Vous connecter. Pas d'autres questions? Sinon, je vous invite à vous déconnecter. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine à tous. Et bon courage pour tout ce que vous avez à faire dans les différentes sessions. Et Romain, on peut essayer, si vous avez un souci, je peux éventuellement vous mettre en partage d'écran si vous voulez me montrer le problème que vous avez. Monsieur, du coup, j'ai changé de navigateur et là, ça a marché. Eh ben voilà, super. Donc c'était plus simple. Bon, très bien, bon courage. Et puis, à la semaine prochaine. Alors, je vois qu'il y a 2 nouvelles questions qui sont arrivées. Pour le CC, vous pouvez donner le programme de révision.
Je pense que vous parlez de cet aspect, alors avec les CC qui seront faits lors du cours magistral, c'est plus Claire Chéret qui s'en occupe, je dois dire, et je pense que le programme, c'est tout le système cardiovasculaire. Mais je vais envoyer un petit message à Claire pour lui demander de confirmer ça. Vous pouvez me redire quand est-ce que ce CC est prévu d'ailleurs? Je ne l'ai plus en tête. Et pour répondre à Audrey, en attendant, l'ADH permet de limiter la baisse d'osmolarité ou de volémie. L'ADH permet de limiter la baisse de volémie. Alors merci Lily. Le 1er avril, oui, c'est sûr, ça sera tout le programme du cardiovasculaire. Ouais, Audrey, donc... Monsieur, oui, ce sera en présentiel ou en distanciel? ça sera en distanciel. En fait, ça sera fait sous Moodle. Vous aurez un lien et ça sera essentiellement, je pense, sous forme de QCM. Il faudrait demander à vos chargés de TD. Ils en savent plus que moi parce que c'est eux qui s'occupent de cette partie-là. C'est normalement le 29, pas le 1er avril. Oui, c'est bien le 1er avril. Alors Audrey, désolé si j'ai dit osmolarité à un moment dans la vidéo. Si j'ai dit osmolarité, c'est parce que je pense savoir pourquoi, tout simplement parce que l'ADH est sécrétée en lien avec l'osmolarité, mais elle agit sur la volémie. Ça peut paraître un peu paradoxal. Si vous reprenez votre diapo, alors je vais repartager mon écran rapidement pour vous montrer ça. Vous voyez que la sécrétion de l'ADH se fait quand l'osmolarité augmente. Mais elle agit en fait sur la volémie pour maintenir la volémie et en fait limiter éventuellement la baisse d'osmolarité. C'est ce qui va arriver en fait quand on a des problèmes en fait si votre osmolarité c'est un peu compliqué. Mais pourquoi il y a écrit limitation de baisse d'osmolarité? Il faudrait que je revoie ça. Peut-être une chose qui n'est pas forcément que j'ai fait un peu vite, malheureusement. Je pense que c'est une petite erreur qu'il faudrait que je corrige pour que ce soit plus clair. Hein, évidemment, c'est la limitation de la baisse de la volémie. Donc l'idée, c'est pas d'agir ici directement sur l'osmolarité. Je vais corriger ça. Je pense que la confusion vient peut-être de cet élément-là. Oui, j'ai bêtement, merci Audrey, j'ai bêtement lu cette partie-là, mais vous avez raison et vous auriez, c'est dommage que vous ne l'ayez pas dit quand il y avait tout le monde. Non, donc on reverra ça pour le rein. Désolé pour la confusion, mais l'idée ici, c'est que on a une sécrétion si on a l'osmolarité qui augmente, mais l'action, elle est limitée à l'eau, en fait, au niveau des reins. L'ADH, elle ne peut pas agir directement sur l'osmolarité. Évidemment, si on limite l'élimination d'eau, ça veut dire qu'on va garder un maximum d'eau, donc ça va agir indirectement sur l'osmolarité, puisque si vous éliminez beaucoup d'eau, vous allez augmenter en fait l'osmolarité. On reverra ça Audrey, donc ne vous inquiétez pas sur ces parties-là. Donc ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est une action qui va se faire pour maintenir au mieux la volémie, mais certainement pas augmenter la volémie. C'est plus clair Audrey? Ouais, alors pour répondre Mohamed, est-ce qu'on aura des petits CC avant le 1er avril? Non, on n'aura pas de petits CC. En fait, il faut considérer que justement tous les QCM sous-socratifs que vous faites sont là pour vous entraîner. Voilà, on est en plus petit comité, mais bon, je compte sur vous pour transmettre un peu les informations que vous posez une fois que tout est arrêté. Pas d'autres questions? J'arrête la session. Ok. Eh bien, encore une fois, bonne journée à tous.